Merci beaucoup, rebonjour à tous donc pour cette petite minute LinkedIn avant cette dernière table ronde sur l'intelligence artificielle. Donc vous le savez, on le voit depuis de nombreux mois, voire on peut même dire maintenant plusieurs années, l'intelligence artificielle, même spécifiquement l'intelligence artificielle générative, a bousculé l'intégralité des secteurs. Aujourd'hui, on a 40% des dirigeants qui estiment que l'IA, et même la Gen AI, va entraîner la création de nouveaux postes au cours des 12 prochains mois. On a également, pour vous donner une idée, un exemple, dans le classement LinkedIn 2024 des métiers à plus forte croissance, le numéro 1, c'est ingénieur en intelligence artificielle. On a 3 fois plus de membres qui ont le rôle responsable en IA sur la plateforme. Et on a aussi, et ça se retrouve, et c'est une bonne chose, plus de 100% de croissance sur les offres d'emploi qui mentionnent l'intelligence artificielle. Donc vraiment une omniprésence sur tous les secteurs. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que finalement, les membres suivent aussi ce chemin et on a une augmentation très significative des compétences qui sont indiquées sur les profils en termes d'intelligence artificielle. Ça peut être au niveau des outils qu'on connaît tous, qui sont ChatGPT ou Copilot, mais aussi plus au niveau des compétences comme le prompt engineering ou les LLM. Ce qui est intéressant de voir, et je pense que c'est là que c'est un point assez crucial et ça va bien introduire cette prochaine table ronde, c'est qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur quel va être l'impact, vraiment la nécessité de réfléchir à l'impact sur ces métiers. Donc nous, on fait une prévision qu'en 2030, on aura à peu près 65% des compétences requises pour un rôle qui seront différentes par rapport aux compétences requises sur le rôle actuellement. Donc il y a vraiment une révolution qui va s'opérer au niveau de ces compétences. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente dernière table ronde et je vous remercie. Sans plus tarder, la dernière table ronde de la matinée, transformer. Comment réinventer nos métiers face aux enjeux de l'IA sans perdre l'essence humaine qui reste la vraie valeur ajoutée de notre industrie? J'ai le plaisir d'animer cette dernière table ronde et j'appelle sur scène pour m'accompagner Sylvia Tassan-Tofola de TF1 Pub, Mathieu Morgenstein d'Adaptive AI, Pascal Griffo de Blue 449 et Publicis Sport, Alexandre Vatus de Google, Pierre Calmar de Dentsu France, Alexandra Alberti-Vedren, d'Eric Salmon & Partenaires. Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette dernière table ronde. Peut-être pour entrer dans le vif du sujet, Mathieu Morgenstein, je vous propose effectivement de vous lancer et vous avez lancé il y a quelques mois la start-up Adaptive AI. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement comment l'IA a déjà transformé le secteur et surtout comment ça pourrait transformer assez vite nos métiers? Oui, c'est vrai que dans le contexte de cette start-up, je rencontre beaucoup d'entreprises et je parle à beaucoup à la fois d'agences, de régies certaines fois et d'entreprises côté annonceurs, des sujets d'intelligence artificielle. Moi, ma perception, et je crois que ça rejoint un peu celle que LinkedIn présentait dans son étude, c'est qu'on est au démarrage d'une énorme transformation des organisations. Le change, la notion de mission de change chez les entreprises, donc chez les annonceurs, c'est le sujet numéro 1. Et les cabinets conseils, évidemment, s'engouffrent dans le sujet, font des études de cas d'usage et enclenchent le change. Et le change, donc ça commence par le changement de la réflexion sur la nature de la façon dont l'organisation va changer. L'organisation du travail, l'organisation du talent, des compétences, etc. Ça démarre par là, en même temps que, évidemment, ça s'interroge sur comment je vais l'utiliser. Et la grande différence de ma perception, avec un pas en arrière maintenant, entre les agences et ce qui se passe dans le monde des entreprises, c'est que côté agence, je ressens des initiatives individuelles, des pics comme ça, portés par certains experts un peu en pointe dans l'organisation, qui tout d'un coup donnent un éclairage, je dirais, ponctuel sur la direction que l'agence doit prendre, un coup en création, un coup en planning stratégique, en s'appuyant sur des outils de marché, alors que côté annonceur, côté entreprise, là, c'est une inflexion plus de fond sur comment j'implémente mes propres solutions et comment je transforme intégralement ma façon de travailler. Et donc, je ressens peut-être un petit retard côté agence et peut-être en tout cas la nécessité de fixer des caps plus forts. Malheureusement, les agences ne peuvent pas se doter de cabinets conseils parce que ça coûte très cher pour les accompagner,
Et donc, c'est des missions internes qu'il faut probablement accélérer. Comment vous expliquez justement ce retard? Est-ce que c'est un défaut de maîtrise, si je puis dire, du sujet, ou est-ce que c'est plus simplement une crainte? Parce que c'est aussi une crainte par rapport aux salariés, des salariés qui peuvent se dire est-ce que demain, cette technologie va finalement pas finir par tout simplement par me remplacer, quoi. Mais il y a deux catégories de salariés, et je le vois parce que je fais certaines formations, et il y a vraiment deux catégories de salariés. Il y a ceux qui disent moi, une entreprise sans IA, j'y vais pas. C'est-à-dire que si je continue à faire des tâches à faible valeur ajoutée, alors que l'IA peut me permettre de me concentrer sur là où il y a la valeur dans mon travail, clairement, c'est pas pour moi. Et puis, il y a une autre partie des salariés qui est même âge, hein, toujours, c'est pas une question d'âge, y compris des jeunes qui disent non, surtout pas, ça m'enlève mon travail, je suis très méfiant, je comprends pas. En tout cas, il y a un marketing de l'IA qui s'est engagé, qui est en place. Les IA référentes, c'est quoi? C'est Copilot de Microsoft, c'est Copilot. Hein. Surtout, on vient aux côtés des gens, surtout, on ne prend pas leur travail, on ne s'inquiète pas. Ce ne sont que des assistants qui vont faire en sorte de faire en sorte que vous vous concentriez sur la valeur. Mais en fait, il est temps chaque entreprise et chaque agence doit avoir son propre point de vue. Où est la valeur? Pourquoi ça va être intéressant pour vous de travailler dans un monde où il y a de l'IA dans mon entreprise? C'est pas juste, vous inquiétez pas, surtout, ça va être, c'est là, mais c'est discret, c'est à vos côtés, hein, c'est tout. Non, il y a une vraie vision à avoir, un vrai truc sur la valeur, le sens, parce qu'on va beaucoup en parler, mais qu'il faut embarquer l'IA là-dedans. Sylvia Tassantofola, vous êtes effectivement à TF1 comme toutes les grandes chaînes dans un moment de disruption, en tout cas avec évidemment l'accélération de la digitalisation et donc la nécessité d'avoir de nouveaux talents, de nouveaux métiers. Comment on fait pour attirer ces nouveaux talents, notamment quand ils sont issus de la génération Z dont on parlait tout à l'heure? Alors en effet, vous l'avez dit Emmanuel, on est clairement dans une période de disruption et Philippe en parlait précédemment. C'est pas évident d'expliquer à des collaborateurs que il y a un enjeu de se dire est-ce que le business model, on va arriver à trouver la clé et à se réinventer. Donc par rapport à ça, nous notre position c'est de pas subir. Et de se dire que le change management, ça veut dire vraiment quelque chose d'extrêmement structurant dans le pilotage de l'entreprise. Et pour partager, quand notre nouveau président, Rodolphe Belmer, est arrivé, il a passé quelques années au board de Netflix et il est arrivé avec, on va dire, 2-3 insights. D'ailleurs, il y a eu pas mal de littérature sur le sujet, sur le management à Netflix. C'est quoi les trois, on va dire, postulats? Le premier, c'est la capacité, dans des organisations comme les nôtres désormais, de garantir de l'autonomie, de la délégation et, on va dire, une forme de liberté. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire qu'il faut arrêter tout ce qui est micro-management. Et ça, c'est absolument essentiel. Et probablement aussi travailler sur des managements plutôt horizontaux que verticaux. Donc, ça, c'est assez intéressant. Le deuxième point, c'est la culture du feedback, qui est extrêmement importante. Et ce, dans une logique 360. Je vais y revenir. Et le troisième point, c'est la talent density. Et c'est ce point-là qui m'intéresse plus particulièrement pour partager ce matin. Ça veut dire quoi, la talent density? C'est à la fois pour gagner du temps, puisqu'il y a un rapport au temps qui est extrêmement important, et notamment avec le sujet de l'intelligence artificielle, c'est comment je vais sourcer des talents à l'extérieur qui me permettent de gagner du temps, mais il y a aussi comment je garantis une employabilité à mes collaborateurs et comment je les projette. Donc au niveau de toute la partie formation, ça met ça au centre du jeu, et donc on a décidé par exemple cette année de lancer un programme sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Maya, donc manier et s'acculturer à l'intelligence artificielle, qui va être lancé la semaine prochaine. 1800 collaborateurs vont être touchés par cette formation, donc sur à peu près 2000 personnes au niveau des sites en France, donc c'est assez considérable. Et on a fait un petit baromètre. Et je voulais partager quelques chiffres. Le premier point, c'est 88% des collaborateurs souhaitent être formés. Donc déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. 25% aujourd'hui l'utilisent dans leur quotidien. 73% considèrent que ça va les aider dans leur métier, donc c'est plutôt positif, donc ils accueillent ce changement-là avec beaucoup d'intérêt. Et le dernier point, c'est 32% en revanche qui ont peur et qui considèrent qu'effectivement, ça peut impacter leur métier. Donc par rapport à ça et par rapport à votre question sur la Gen Z, on a également créé un programme de pépinière qui s'appelle Comet, et donc c'est un âge moyen de 31 ans, c'est 4 ans d'ancienneté en moyenne, et là, on rentre dans une logique plus d'approfondissement et on leur permet d'avoir du coaching, du mentoring, d'avoir des ateliers thématiques pour aussi leur donner envie tout simplement de faire de la mobilité, parce que c'est quelque part ça aussi l'enjeu pour nous, c'est comment on évite les silos et la consanguinité pour permettre derrière aux équipes d'être beaucoup plus liquides et de pouvoir travailler cette culture du changement
par la base. Et sur le feedback, toujours pour partager, on fait un baromètre désormais tous les 6 mois pour pouvoir effectivement mesurer l'adhésion à la stratégie, l'adhésion au changement et c'est quoi les grands sujets sur lesquels les collaborateurs ont envie de travailler. Et on a même été un cran plus loin, puisque dans le cadre des baromètres, des bilans annuels d'évaluation, on a créé cette année une case feedback qui marche vraiment en 360, où moi je peux évaluer mon manager, ou moi être évalué effectivement par mes N-1. Donc ça c'est assez nouveau. Oui, ce qui est une petite révolution en France. Total, dans des entreprises comme les nôtres, cette culture du feedback à 360, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau. Donc voilà pour répondre à votre question. Très bien. J'imagine que tout ça, effectivement, c'est très ambitieux, mais ça doit être aussi porté par des fonctions RH qui doivent elles aussi se réinventer, en tout cas voir se transformer totalement. Oui, en effet. C'est-à-dire que si on n'est pas structuré, si on n'est pas organisé, ça peut pas être juste de l'initiative individuelle. Et c'est vrai que, pareil, pour pouvoir montrer aux collaborateurs notre engagement et l'engagement du management sur ces sujets-là, on a décidé de créer un poste de Transformation Officer au niveau de la RH. Et je vous propose de l'écouter. Elle a quelques mots à partager avec vous. Elle s'appelle Agnès Rosor. Je suis directrice du développement et de la transformation RH de TF1. C'est un poste qui a été créé il y a donc un peu plus d'1 an et dans lequel le terme de transformation n'est pas utilisé au hasard. L'éruption de la tech, l'éruption de l'intelligence artificielle, les nouveaux métiers, donc des nouveaux profils, l'inversement des priorités entre la vie personnelle et la vie professionnelle, tout ça, ce sont des évolutions tellement majeures qu'aujourd'hui, on parle plus de transformation que de développement. Je le vois comme des vagues successives, des vagues dont la taille est de plus en plus haute. Et notre seule option, c'est d'apprendre à les surfer pour toujours prendre de la vitesse grâce à ces vagues et non pas être immergé. Je mets en place des actions, des dispositifs qui vont permettre aux collaborateurs de rester au top de leur engagement, au top de leur performance pour accompagner l'ambition stratégique de TF1. Aujourd'hui, nos collaborateurs sont engagés et fiers de travailler pour TF1 à 96%. C'est un résultat exceptionnel que nous voulons conserver, évidemment, dans l'avenir. Très bien. On poursuit sur cette question centrale de la formation avec vous, Alexandra Alberti-Vedren. Effectivement, quand on préparait cette table ronde, vous m'expliquez que vous êtes évidemment spécialisé, comme chacun le sait, dans la chasse de talent, on va dire, plutôt de haut niveau. Qu'évidemment, toutes les entreprises que vous accompagnez sont parfaitement conscientes de la révolution IA, elles essaient d'y aller, mais elles ont cette question, c'est OK, on va former nos salariés, mais en fait, c'est quoi les bonnes formations, quoi ? Comment on fait pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise formation ? Oui, en effet. Donc moi, j'ai plutôt un rôle d'observateur, parce que donc mes clients, c'est à la fois des scale-up, des sociétés plus traditionnelles, voire des sociétés dans l'IA aujourd'hui. Donc forcément, leurs besoins ne sont pas les mêmes. Ce que j'observe, c'est qu'il y a un fort besoin de démystifier cette notion d'IA, cette révolution, parce que, comme le disait Sylvia, il y a quand même une crainte. Certaines personnes voient ça comme un défi plus qu'une opportunité. Donc je pense que ça va passer essentiellement par justement la formation et d'essayer d'embarquer toute l'entreprise et pas juste les postes clés ou les postes IT. Donc ça, c'est la première chose. Et concernant les formations en tant que telles, moi, ce que j'entends par rapport à certains clients, c'est qu'ils ont du mal à trouver la bonne formation pour justement accompagner ces besoins, parce que c'est les évolutions sont extrêmement rapides. Suivant les secteurs, on ne va pas avoir besoin des mêmes choses. Idem pour les fonctions, RH, communication, etc. Donc il y a quand même un flottement de ce point de vue-là. Et ce que je constate de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de test and learn. Donc voilà, au sein d'entreprises, les sociétés essaient des formations, elles essaient de trouver les bons moyens un petit peu par elles-mêmes, en attendant de trouver. Je pense que les formations, donc certaines s'associent à des universités ou des grandes écoles pour essayer de se rassurer également un petit peu. Mais mon constat aujourd'hui est qu'il y a un vrai sujet sur non pas la qualité des formations, mais en tout cas l'éventail possible pour et savoir effectivement vers laquelle se tourner. Un point intéressant aussi quand on prépare cette table ronde, vous me disiez effectivement pour attirer les talents, il y a aussi nécessité que le leadership montre qu'il s'est emparé du sujet de l'IA, qu'il le comprend évidemment, mais aussi qu'il en a fait un sujet majeur. Absolument. Donc forcément
le message doit venir du plus haut niveau. Donc la direction générale doit elle-même, je pense, se former, bien comprendre les sujets et montrer l'exemple. On a vu ça un petit peu lors de la révolution du digital il y a 15-20 ans, où justement c'était également un sujet. Mais là, il faut vraiment que le sujet soit porté au niveau de la direction générale. Moi, je trouve qu'il y a un exemple assez intéressant par rapport au cas, si on prend AXA, une des grandes entreprises. Ils ont quand même arrivé en l'espace de 3 mois à développer un outil avec l'aide de Microsoft, bien évidemment, mais dans un laps de temps assez court. Le CIO lui-même est extrêmement présent sur la communication et le sujet IA dans la presse et au-delà. Et ils ont réussi en l'espace de vraiment quelques mois d'embarquer les 140 000 collaborateurs qui peuvent aujourd'hui justement utiliser ce qu'ils appellent le Secure GTP pour pouvoir les aider. Et ça, c'est quelque chose qui vient directement du CIO et ça, je pense que ça ne peut pas marcher sans ça. Pascal Griffo, vous allez plus loin, vous parlez même d'une forme de responsabilité morale, que le top management a une forme de responsabilité morale d'accompagner et de former ses collaborateurs à cette nouvelle technologie. Oui, parce que effectivement, il y a la question de l'employabilité, puis surtout la question de lever un petit peu les barrières, puisque Mathieu le disait bien, mais il y a des gens qui ont un peu peur, il y a des gens qui voient, et vous le disiez aussi, qui voient ça comme un défi. Donc aujourd'hui, quand on est à la tête d'une agence de communication, qu'elle soit en médias ou qu'elle soit en création, il y a énormément de choses à obtenir de l'IA. D'ailleurs, les agences se sont vraiment jetées sur le sujet et pratiquent tous les jours de manière massive. D'ailleurs, surtout en agence créative, il n'y a pas un créatif à Paris qui n'utilise pas l'IA 2 heures par jour, honnêtement. Alors, on est un petit peu, pas tout à fait encore au même niveau en agence média, mais en tout cas en agence créative, c'est sûr. Et par rapport à ça, aujourd'hui, les organisations, le futur, c'est pas des cabinets de conseil qui vont prendre la place des médias planeurs ou des créatifs, et c'est pas non plus des techs ou des applis ou, comme j'entendais tout à l'heure, des entreprises qui ne sont pas basées en Europe, qui vont éliminer les agences de la donne, et c'est possible, en fait. À partir du moment où on va automatiser beaucoup de choses en médias, il y a évidemment beaucoup de gens qui veulent rentrer dans la chaîne de valeur, virer les êtres humains, et sans effort, prendre 3 à 4% de chaque investissement en médias. Enfin, on le voit tous les jours. Globalement, c'est ça le marché, quand même. Donc aujourd'hui, la responsabilité dans le management des agences, c'est de donner un avenir à la fois aux gens et puis aux organisations. Donc il faut évidemment faire tout ce que vous dites, c'est-à-dire de la formation et surtout, je pense, faire pratiquer. C'est un peu comme le skateboard, quoi. Il faut monter dessus pour comprendre. C'est-à-dire que la formation théorique, elle est intéressante, mais à un moment donné, quand on utilise ChatGPT ou Midjourney ou DALL-E, on voit tout de suite ce que ça peut donner. Je crois que tout le monde utilise DeepL aujourd'hui pour écrire des mails aux anglo-saxons, parce que ça va beaucoup plus vite. Il suffisait juste de l'utiliser. Donc je pense que les barrières, d'ailleurs, se lèvent aussi. Parce que c'est pareil, il y a tout un business, c'est un peu comme le métavers. Il y a plein de gens qui arrivaient, qui étaient conseillers en métavers. Mais en fait, à un moment donné, il faut donner aux gens les outils. Donc nous, chez Publicis, on a accès à toutes les IA du marché. On en a même une qui nous relie tous dans le monde entier. Et puis on pratique au quotidien. Puis il y a différents niveaux de maturité par rapport à ça. Et on voit des progrès, et notamment des levées de frein sur des gens qui étaient un petit peu plus inquiets, simplement parce qu'ils pratiquent. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous disiez effectivement, évidemment, on va très rapidement arriver à un niveau de performance de tous ces outils assez élevé et surtout une utilisation assez simple. Et c'est à partir de ce moment-là, ça sera encore plus important de développer chez les collaborateurs à la fois le sens critique et la créativité, ce qui fait finalement le cœur de la valeur ajoutée de vos métiers. Oui, d'ailleurs, c'est une bonne chose parce que nous, on se plaint beaucoup en agence média que notre valeur de métier décroît pitch après pitch et année après année. Donc l'IA, c'est la formidable opportunité de montrer notre valeur ajoutée et notre point de vue, parce que si on ne le montre pas, de toute façon, on ne sera plus là. Donc, à un moment donc les gens, il faut vraiment, et notamment sur la jeune génération, moi, je suis un vieux quinquagénaire, donc moi, j'ai appris avec la mémoire de stock. On m'a appris à apprendre, et le talent des gens, c'était ceux qui en savaient le plus. Aujourd'hui, la jeune génération, ils ont accès à tout sans effort. Donc, s'ils font pas d'effort, ils seront tous au même niveau. Ouais. Donc, en fait, il y a une question de génération qui est très différente. On n'a pas appris de la même manière, et on n'a pas appris à faire de la stratégie, à faire du média planning de la même manière. Donc, il faut transmettre. Il faut que les plus vieux transmettent leur savoir, parce qu'il sera nécessaire. Sinon, les plus jeunes, ils vont. Parce que quand on a des IA, moi, si j'avais découvert ça il y a 25 ans, j'aurais pas fait autant d'efforts, je pense. Bien sûr. Donc, faut quand même être honnête. Non, mais
ChatGPT, il vous écrit une reco, enfin, sans déconner, enfin, il vous fait le plan, quoi. Enfin, après, on peut rajouter 2-3 trucs, voilà, mais ça fait illusion. C'est-à-dire, en fait, le niveau moyen de notre métier aujourd'hui, il a plus de valeur. Donc, donc il faut effectivement développer son point de vue, et surtout que ceux qui ont en charge l'organisation des équipes incitent vraiment les gens à avoir une vraie valeur ajoutée. Et on le voit d'ailleurs. Quand je vous disais que c'était les créatifs qui s'étaient le plus emparés de l'IA, parce qu'eux, ils savent très bien tout le profit qu'ils peuvent en tirer, ils se débarrassent de toutes les contraintes matérielles, et du coup, ils peuvent chercher des idées toute la journée. Donc je pense que ça va redonner de la créativité, paradoxalement, à nos métiers, et c'est en ce sens que ça ne m'effraie pas. Très bien. Alexandre Vatus, vous êtes Head of Agency chez Google France. Alors vous avez un point de vue particulier, parce que 360, vous travaillez avec tous les acteurs du secteur, et donc une bonne partie des gens qui sont dans cette salle. Vous comprenez évidemment les inquiétudes qu'il peut y avoir autour de l'IA, mais pour vous, c'est évidemment un outil, mais surtout, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Oui, je vais commencer déjà par citer une étude de Capgemini qui a interrogé des dirigeants des fonctions marketing de sociétés du Fortune 500. Il en ressort qu'il y a seulement 19% des directions de ces entreprises qui ont une, on va dire, attitude attentiste par rapport à l'IA générative. Un an plus tôt, c'était 39%. Ça illustre donc que le marché s'est vraiment emparé de ce sujet-là. Et donc, sans surprise, effectivement, c'est ce que disaient mes confrères, l'IA, et en particulier les génératives, est au cœur de toutes nos discussions sur le marché. Il n'y a pas un board ou un COMEX qu'on ne fasse pas avec nos partenaires qui sont tous ici. On n'évoque pas le sujet. Et pour moi, c'est un petit peu une phase paradoxale dans laquelle nous sommes au niveau de l'IA, et en particulier de l'IA générative, puisqu'on est dans une avalanche même quotidienne de nouveautés, tant et si bien qu'il est très très compliqué pour tout le monde de suivre le rythme de l'innovation. Et en même temps, force est de constater que ce soit chez nos partenaires ou chez les annonceurs, nous n'avons pas encore de cas concrets implémentés réellement chez nos partenaires et ou chez les annonceurs. Alors souvent, du coup, la question qu'on a un petit peu en ce moment, c'est est-ce que la tech ne serait pas encore en train de nous refaire un petit pitch mirifique, si vous me passez l'expression? Et moi, mon credo, c'est que l'IA générative et l'IA de manière générale marquent un vrai point d'inflexion pour notre industrie. Pierre parlerait de changement de paradigme, et ce pour deux raisons. La première, c'est que l'IA va induire de nouveaux usages auprès de nos utilisateurs. Par exemple, quand on prend le search, tout le monde a en tête les fameux 10 liens bleus, mais tout le monde n'a peut-être pas en tête un produit comme Google Lens. Google Lens, c'est la possibilité de faire des recherches visuelles grâce à l'appareil photo de son smartphone. Un produit comme ça, chez Google, c'est 12 milliards de requêtes chaque mois. Ce qui montre encore que l'IA a déjà induit des changements de comportement, de nouvelles expériences auprès des utilisateurs. Et ce n'est pas fini, parce que nous sommes en train de tester un nouveau produit. Alors pour l'instant, partout sauf dans l'Union européenne, parce que nous sommes dans un cadre protecteur en Europe, notamment dans le cadre du DMA et du DSA, ce qui est encore une fois très bien, qui s'appelle Search Generative Experience, et qui du coup va repenser cette fameuse expérience des 10 liens bleus dont je parlais précédemment, à l'aune de l'IA générative. Le deuxième point, je pense, qui change beaucoup de choses dans nos métiers et chez nos partenaires, c'est la productivité. C'est un sujet qu'on entend tout le temps, qui est un vrai défi de l'écosystème. Eh bien, en l'occurrence, on a d'ores et déjà tout un tas de solutions sur le marché, que ce soit chez nous ou chez d'autres, qui permettent de tacler ce sujet de la productivité. Je vais vous donner un exemple. Avec une anecdote, il y a une semaine, j'étais avec la patronne d'un grand groupe d'agences en France qui m'expliquait que son agence avait participé, je crois, à 400 pitchs l'année dernière. En général, je vais caricaturer un petit peu à propos, mais vous savez mieux que moi, quand vous recevez un AO, un brief, 10 pages, 500 pages d'annexes, un travail complètement dingue à mener pour le newbies et un nombre incroyable de strates au travers des organisations. Maintenant, avec l'IA générative, il est possible de gagner en productivité sur ce type de tâches-là. On a sorti il y a à peu près 3 semaines une IA qui s'appelle Gemini 1.5 Pro. Le nom, j'en conviens, n'est peut-être pas des plus sexy. Cette IA est capable d'ingérer de très larges volumes de données. Concrètement, ça peut être 1 heure de vidéo, ça peut être 11 heures d'audio, ça peut être 700 000 mots. 700 000 mots, c'est à peu près 3 000 grands volumes.
Je peux partager du coup ce type de brief, et notamment ces 500 pages d'annexes et ces 10 pages de brief avec cette IA. Je peux lui partager un certain nombre d'autres éléments, des éléments de communication financière ou autres, faire les bons prompts, et l'IA va m'expliquer, me faire gagner beaucoup de temps sur ce que concrètement le client essaie de me dire, et du coup faciliter potentiellement la réponse au brief. Donc pour répondre à la question, oui, je pense que ça va être une opportunité pour l'écosystème, une opportunité parce que les usages vont changer, que les annonceurs vont venir avec de nouveaux besoins auprès de l'écosystème et de nos partenaires, et que l'IA, et en particulier générative, va permettre du coup de mieux adresser ce sujet de la productivité que nous avons tous sur le marché. Merci Alexandre. Pardon Emmanuel, moi j'avais Oui. une question Je vous en prie. pour Alexandre. Super la roadmap intelligence artificielle de Google. Comment vous gérez, vous, en interne, le sujet ressources humaines et employabilité, puisque vous êtes effectivement une entreprise mondiale où l'IA est au cœur de votre proposition. Est-ce que vos collaborateurs, voilà, eux aussi, ils ont peur de perdre leur emploi? Comment vous gérez ça? Est-ce qu'il y a des statistiques à partager? Est-ce que le sujet, effectivement, ce matin, c'est plus ça, le rapport à l'employabilité, au talent et aux ressources humaines? Comment gère ce sujet-là, Google? Eh bien, je pense qu'on ne fait pas du tout, on n'a pas de recette miracle, on est logé à la même enseigne, c'est un processus de conduite du changement très très fort au sein de notre société, puisque en l'occurrence, l'IA et l'IA générative va changer aussi beaucoup de choses chez nos profils. Les profils commerciaux, par exemple, ne sont pas du tout tous encore capables de parler de ces sujets-là de manière confortable. En agence, il y a même certains profils qui sont, je pense, même meilleurs que nos profils commerciaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est beaucoup, du coup, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Premier point, c'est insister sur la mission et la vision, le pourquoi on fait ça, d'essayer de démystifier encore une fois cette idée que l'IA va remplacer nos commerciaux. Et après, ça va être beaucoup de formation. Hier, par exemple, on a fait une journée entière de formation sur l'IA pour expliquer concrètement ce que ça voulait dire. Il y a même une patronne d'agence ici présente qui a bien voulu nous expliquer ce que ça signifie pour elle, ce qu'elle attendait de nos commerciaux, ce que ça avait comme implication chez l'annonceur, ce que ça avait comme implication du coup également chez nos partenaires. On a eu nos ingénieurs qui sont venus nous expliquer très concrètement, puisque ce que disait Pascal, il faut mettre la main dedans, comment ça marche, quels sont les cas d'usage qu'on a encore à date, pour qu'on puisse du coup partager encore une fois ce sujet sur l'écosystème. Donc pour répondre à ta question, Sylvia, je pense que c'est 3 points. La mission, la vision, et puis surtout faire très très vite avec du concret pour expliquer encore une fois quel va être le changement et ce qu'on attend des équipes. Pierre Calmar, vous me confiez effectivement quand on a préparé cette table ronde qu'il y avait quand même effectivement une question qui pèse sur au-dessus de nous, c'est est-ce que quand même les outils développés par Google, enfin en tout cas c'est la crainte d'une partie de la profession, vont pas finir tout simplement par faire disparaître les agences parce que les annonceurs auront tous les outils, je caricature un peu, pour faire eux-mêmes leur propre campagne? Oui, effectivement, bon, on va bientôt déjeuner, donc moi je vais mettre une ambiance différente. Non mais il faut quand même un peu, voilà. Non mais pour être clair, moi je suis partiellement d'accord avec ce qui a été dit, mais aussi partiellement en désaccord. Moi je pense que l'IA est beaucoup plus destructrice potentiellement qu'il n'y paraît. Moi je crois à la disruption, je crois fondamentalement que c'est une vraie disruption, on est tous d'accord avec ça je pense. Moi je pense au contraire qu'on va avoir des métiers qui vont clairement disparaître. Je pense que l'intentionnalité de Google est certainement de désintermédier encore plus l'écosystème. Et je pense que donc il y aura une adaptation nécessaire des profils qui se fera dans le sang et les larmes. Voilà, donc je crois sincèrement. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose qui est anodin, c'est quelque chose qui au contraire aura un impact certain. Je vais parler d'un mot qui est l'intentionnalité, parce qu'effectivement c'est un mot que je prononce à dessein, parce que la différence, on va dire même qu'à terme, l'unique différence entre une IA et un être humain, c'est l'intentionnalité. Je ne vais pas vous faire un cours sur la volonté de puissance de Nietzsche, même si à déjeuner, si ça intéresse du monde, je peux vous le faire. Mais en l'occurrence, moi je crois que ce qui donc, fait que l'être humain est différent, c'est qu'il est biologique, qu'il a donc une conscience, parce qu'il n'y a pas de conscience si elle n'est pas biologique. On pourrait y revenir, si ça vous intéresse. Et donc l'intentionnalité est ce qui change l'être humain. C'est pour ça que chez Dentsu, par exemple, nous on est devenu société à mission, avant de s'intéresser à l'IA.
Parce que ce qui fait se lever les individus le matin, et j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, c'est effectivement pas du tout les bits DA ou même l'efficacité ou même les outils qu'il va utiliser. Je ne crois pas un instant qu'on va doubler le nombre de CV entrants simplement parce qu'il y a un PDG qui parle de l'IA. En revanche, non, on l'a triplé parce qu'on est devenu une société à mission. Voilà. Et ça, c'est une donnée tangible, c'est faire en sorte que les gens, le matin, se réveillent, se lèvent pour aller faire quelque chose auquel ils croient. Deuxième glacement de salle de la matinée, dans nos métiers, à peine un individu sur deux, un peu plus, pense que ce qu'il fait est utile. Voilà, c'est 84% sur la moyenne du secteur privé. Moi, ça me pose quand même question. C'est-à-dire qu'on a la moitié des gens qui bossent chez nous, qui pensent qu'ils font un bullshit job. Donc je vous explique même pas quand c'est les gens qui bossent pas chez nous. Je pense que pour le coup, on peut voir, à moins d'aller distribuer les tracts dans la rue. Voilà. Donc pour revenir à ce qu'a été dit aussi tout à l'heure, je pense que les journalistes ont aussi une vraie responsabilité. Moi, je bosse dans ce métier depuis très très longtemps. C'est vrai que j'ai très rarement vu des journalistes faire des papiers sur nos métiers. Ça n'existe pas. Alors qu'on paye comme une énorme partie de leur salaire, ce qu'ils n'apprécient certainement pas psychologiquement, mais en tout cas, comme ce sont des êtres humains et pas des intelligences artificielles, effectivement, désolé, c'est valable aussi dans votre canard d'ailleurs. Mais moi, je suis dispo quand vous voulez pour une interview et pour venir m'exprimer. Je le note. Et je pense donc, pour terminer cet apéritif, que, parce qu'après il faudra passer la parole, que c'est pour ça qu'on est devenu société à mission. C'est pour ça que j'ai tenté depuis 3 ans de réaliser une entreprise un peu différente, que j'ai appelée l'entreprise harmonieuse, dont j'ai fait un magnifique bouquin qui est paru au début de février, et où je raconte un peu la transformation de la communication. Mais moi, je l'ai pris d'une façon beaucoup plus, on va dire, psychologique, c'est-à-dire quels que soient les outils qu'on utilise, parce qu'effectivement, la technologie d'aujourd'hui, déjà sans même parler d'IA, elle a complètement disrupté nos métiers par rapport au moment où j'ai commencé. Toi aussi, Mathieu. Les choses ont beaucoup évolué. Avec l'IA, ça va évoluer encore plus, bien sûr. Mais ce qui compte à la fin, c'est quand même ce que l'on fait en tant qu'être humain et la marque que l'on laissera et la façon dont on change le monde. Voilà, moi, c'est ça que je trouve absolument fondamental. Et l'harmonie, c'est bien cette espèce de notion typiquement humaine que les IA ont plus de mal, je pense, à appréhender demain. Voilà. Battons-nous pour l'harmonie, avant tout. On va revenir sur la notion du sens, mais peut-être quand même, je vous laisser quand même la parole à Alexandre sur ces moments ou jamais de rassurer vos partenaires. Google ne veut pas... Déjà, j'ai hâte de parler de Nietzsche au déjeuner avec Pierre. Déjà, je comprends complètement l'inquiétude et je remercie Pierre de me donner l'occasion d'aborder ce sujet. Des interactions que j'ai avec les agences médias en particulier, nos partenaires du quotidien, à tous les échelons de l'organisation, je pense que c'est vrai qu'il peut y avoir une forme d'inquiétude. Et je pense que le pic néanmoins de ces inquiétudes, il a été matérialisé pour moi il y a à peu près 2 ans, lorsqu'on a lancé un produit qui était en l'occurrence, et qui est toujours puisqu'il existe, alimenté par l'intelligence artificielle qui s'appelle Performance Max. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vos équipes, à l'heure actuelle, quand elles recevaient un brief d'un client, fut un temps, quand ils pensaient campagne à la performance, avec Google, ils pensaient search. Et du coup, leur métier consistait à administrer des vastes mots-clés, enfin un très grand nombre de mots-clés, leur appliquer des enchères, des ciblages, etc., etc. Avec ce produit, donc, qu'on a introduit il y a à peu près 2 ans, on a changé, là encore, de paradigme. On rentre par une clé d'entrée qui est non plus inventaire, mais une clé d'entrée objectif business. Par exemple, imaginons, je veux générer 200 ventes à 30% de marge. Donc j'ai un changement, là encore une fois, de clé d'entrée. Je vais fournir après, moi, en tant que partenaire agence, de la data, des créas, et c'est l'algorithme d'IA qui va aller du coup accomplir cet objectif de générer 200 ventes à 30% de marge à travers l'ensemble de l'inventaire de la plateforme Google, qu'on parle du search, de YouTube, de shopping, du display et des apps, etc. Donc ça a été un vrai changement de paradigme sur le marché. Ça a poussé du coup un certain nombre de réflexions, il est vrai, en agence.
Et depuis, on va dire que l'outil a été très largement adapté par l'ensemble de nos partenaires. Et un bon nombre de nos partenaires, pour ne pas dire quasiment tous, ont réalisé un certain nombre de cas publics expliquant à quel point l'outil était performant, non pas pour générer de la performance média, mais de la performance, là encore, business. Depuis, alors puisqu'on est entre nous, je vais faire quelques confidences, est-ce qu'on a observé que la part du revenu généré par nos partenaires agences chez Google en France avait baissé? Non. Est-ce qu'on a observé une accélération du mouvement de l'internalisation des annonceurs? La réponse est non. Est-ce qu'on a observé que nos partenaires agences avaient réduit les effectifs, notamment dans tout ce qui était attrait à la plateforme Google? La réponse est non également. Par contre, il est vrai que ce type de mouvement induit des vrais changements très profonds au sein de l'écosystème. Je pense notamment au sujet de l'organisation et en particulier des silos. J'ai écouté tout à l'heure Caroline qui parlait de nécessaire porosité des silos pour encore une fois faire en sorte que tout ça puisse marcher, puisqu'en l'occurrence, avec ce nouveau paradigme de l'ère de l'intelligence artificielle, ce n'est plus uniquement que le média. Le média marche avec la créa et la data. Donc ça implique encore une fois de repenser les organisations. Et le deuxième sujet, c'est du coup l'accompagnement des talents. Et force est de constater que souvent, historiquement, nos partenaires ont formé, et très bien formé, il est vrai aussi avec notre support, très bien leurs expertises. Mais je pense que pendant très longtemps, on a laissé de côté tout un tas d'autres volets organisationnels. Je pense au conseil, je pense au multiscreen. Et avec l'IA, on pense qu'en l'occurrence, c'est un formidable vecteur pour faire en sorte que toutes ces organisations-là puissent s'emparer de ces sujets-là et accélérer ce processus de transformation dont on parle depuis ce matin. Et je voudrais du coup terminer le propos en expliquant que sous une apparente simplification des opérations médias, en fin de compte, tout se complexifie. Si je veux, en l'occurrence, si je reviens à cet exemple de « il faut générer 200 ventes avec 30% de marge », il va falloir que je lui fournisse non plus des mots-clés à l'algorithme d'IA, il va falloir que je lui donne des taux de marge. Imaginez pour un retailer qui a des milliers de produits. Il va falloir que je lui communique peut-être la valeur de mes clients. Un prospect n'a peut-être pas la même valeur qu'un client que j'ai en base, etc., etc. Donc c'est une opportunité pour les agences d'accélérer ce mouvement vers la diversification hors du média, qu'on entend beaucoup, c'est un des sujets qui revient tout le temps. Et c'est aussi pour moi la croyance très forte que sous cette apparente simplification des opérations médias, tout se complexifie, et donc les annonceurs vont de plus en plus avoir, et plus que jamais même, besoin de partenaires à même de les accompagner dans cette nouvelle ère. Mais si l'innovation est du côté de Google, si les médias ont la chance de porter l'impact sociétal positif, si les annonceurs sont dans le rôle d'avoir l'objectif et de fixer la direction, c'est quoi le rôle de l'agence à la fin? Et donc si en tant qu'agence, j'ai failli dire si en tant qu'agence, il n'y a pas une position qui est de dire, si on n'est pas là à la croisée des trois, finalement, l'alchimie, le truc ne fonctionne pas. Et en plus, on va le faire avec une dynamique telle de modernité, parce que nous, on a compris l'IA, le bénéfice de l'IA qui articule les trois. Il y a une histoire à écrire, ça marche. Mais pour ça, il faut plus craindre, quoi. Et il faut plus craindre la désintermédiation de Google. Il faut désintermédier Google. Excuse-moi. Non, mais c'est vrai. Google, il est chez les annonceurs, il est au contact. Il faut le désintermédier. Il faut que ce soit l'agence qui ait ce pivot-là, etc. Donc, il y a un truc de posture générale. Mais une matinée comme ça dit aussi la posture des agences, qui est nous, on a le sens, nous, on y va, etc. Moi, il faut retrouver ce potentiel-là, quoi. Moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Mathieu, je voulais rebondir sur Pierre. J'adore rebondir sur Pierre. Ça fait des années que je rebondis sur Pierre. Du sang et des larmes, Pierre. Pourquoi tu dis ça? Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait de faire flipper tout le monde et nous prédire une mort certaine. La peur n'évite pas le danger, c'est pas du Nietzsche, mais c'est du bon sens de ma grand-mère.
il y a un moment, notre rôle en tant que manager, parce que c'est ce qu'on est sur ce canapé, c'est effectivement de se dire comment on garantit une perspective positive à nos collaborateurs, qu'ils soient agences, annonceurs, médias ou même chez Google. Et deuxième point, comment on leur garantit une employabilité et une perspective. Donc de dire il va y avoir des morts, etc. Je vois pas le rapport par rapport à ta Vista, que je respecte énormément, d'entreprise à mission. Je suis un peu perdue sur le sens de ton propos, à part évidemment ta verve légendaire, mais qu'est-ce que tu veux nous dire par il va y avoir du sang et des larmes corrélé à ta posture d'entreprise à mission, et comment en ça, du sang et des larmes pour tes collaborateurs au quotidien, ça les motive, juste pour bien comprendre le message. C'est une excellente question. Effectivement, tu me connais bien, donc voilà. Moi, je suis au contraire très combatif. Et je t'aime. Et moi, je suis toujours très combatif. Et donc, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Il faut absolument que nous-mêmes, nous reprenions la main sur l'écosystème. Je dis juste que l'écosystème tel qu'il est fait aujourd'hui conduit à des combats, et notamment en France, qui sont extrêmement destructeurs. On a un cadre législatif complètement has-been. On parlait tout à l'heure, j'entendais Corinne parler de la paupérisation des médias, entre guillemets, traditionnels, en tout cas de l'écosystème français, dont TF1 d'ailleurs, à terme, où ça peut être en tout cas une problématique. Ah, nous, on y va, hein. Tu peux pas nous reprocher ça. Oui, non, mais je ne dis pas que vous n'agissez pas. Je dis juste que, par exemple, si on prend un sujet qui t'est cher, il est très compliqué. Prenons la télévision, puisqu'on commence une conversation de salon. Prenons la télévision. On est bien là. L'un de vos enjeux est l'inflation du média. Aujourd'hui, en France, force est de constater que l'inflation du média n'a pas existé, comme dans d'autres pays qui n'ont pas du tout le même cadre réglementaire. Et donc, pour moi, je trouve qu'on est dans un écosystème en France qui ne favorise pas l'épanouissement de cet écosystème. Alors 100% d'accord. Déjà, il faut arrêter de parler d'inflation, il faut parler de reprise de valeur. Moi, j'en ai marre qu'on parle d'inflation. Je suis désolée, il y a un moment, c'est de la valeur. Les médias, c'est de la valeur. Elle a raison, je suis d'accord. C'est un point important parce que faudrait quand même qu'on se remette aussi sur le vocabulaire, et j'espère que je vais rentrer un prompt qui va m'aider à se mettre d'accord sur le bon vocabulaire. D'accord, donc parlons pas d'inflation, mais donc de reprise de la valeur. Et voilà. Je pense, tout comme toi donc, que l'écosystème français ne favorise absolument pas cette reprise de valeur, de la même façon d'ailleurs qu'il ne favorise pas du tout la valeur des agences, et tu le sais bien Mathieu, puisque on a aujourd'hui un appareil législatif qui date de la fin du XXe siècle, qui était un monde complètement différent, et dont évidemment les grandes plateformes américaines ou même chinoises se foutent totalement, puisque eux, ils sont mondiales, et que donc ils peuvent s'abstraire gentiment de ces contraintes. Pascal Griffo, pour terminer, il nous reste 2 minutes. Je suis désolé, je fais le timer. Je crois que depuis tout à l'heure, vous vouliez rebondir notamment sur les propos d'Alexandre. Oui, je voulais rebondir sur la notion de conseil. Alors, j'aurais bien entamé le débat sémantique sur inflation et reprise de valeur, parce que je crois que le moyen le plus rapide de perdre un client dans nos métiers, c'est de leur dire non, la télé n'est pas chère, c'est de la reprise de valeur. Donc, il faut quand même se méfier un peu de ça. Je ne parlais pas de la télé. Non, le média, c'est une logique de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est une valeur tangible que vous devez respecter et protéger, en fait. Oui, alors il faut aussi... C'est pas un débat. Là-dessus, je ne parle pas de régie, je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle du média. Et je ne parle pas de télé. Non, on est d'accord, il faut aussi protéger les agences. Des deux côtés, mais on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Non, mais moi, je voulais rebondir sur la notion de conseil, parce que dans ce que disait Alexandre, vous avez même recommandé aux agences de se développer sur le conseil, mais on fait ça depuis 40 ans. En fait, une agence média, elle ne fait que du conseil depuis 40 ans, et c'est pas la technologie qui change ça. Et c'est pas parce que Performance Max est arrivé sur le marché qu'on arrive à vendre 200 produits à 30% de marge. Quand une agence aujourd'hui en charge d'un constructeur automobile fait un lancement et vend 5000 voitures, ils savent déjà le faire. Donc en fait, la notion de conseil, elle est déjà là dans les agences, et c'est ce qui finalement traverse tout le temps les crises. Et d'ailleurs, on l'a bien vu pendant le Covid. Puisque pendant le Covid, on s'est finalement rendu compte que là où tout le monde pensait avant qu'on serait déjà des intermédiaires, soit par les plateformes américaines, soit par les cabinets de conseil, en fait, ça a renforcé les liens entre les agences et les annonceurs. Donc la notion de conseil, elle est là, et finalement, la technologie est juste un moyen qui doit permettre de faciliter la recommandation, et les outils de Google sont un outil parmi d'autres. Donc voilà, donc je voulais pas laisser cette idée-là quand même qu'il était temps que les agences se mettent à faire du conseil, parce qu'elles ne font que ça. Et en l'occurrence, elles le font mieux que les outils, elles le font mieux que la technologie, puisque
c'est pas les gens ou les technologies qui sont brillantes, c'est les moments, à l'instar de ce panel-là. Ce qui est bien, c'est 5-6 personnes qui interagissent, et c'est là où le moment est brillant et intelligent. Donc c'est la confrontation des métiers, la confrontation des expertises qui crée de la valeur. Donc la technologie, elle est juste au service de ça, et les outils d'automatisation, il faut les considérer comme tels. Ils sont au service de l'être humain, mais c'est pas l'inverse en fait. Donc voilà, je voulais juste revenir sur ce. Parfait. Je me permets juste une dernière, Emmanuel, complètement aligné encore une fois avec ce que dit Pascal. Encore une fois, pour diversification, quand j'entends diversification du conseil, c'est diversification encore au-delà du média. Encore une fois, j'ai illustré avec cet exemple des 200 ventes avec 30% de marge. Il va falloir que du coup, notamment avec mes entités peut-être data, mes entités tech qui prennent de plus en plus d'importance et qui, en l'occurrence, présentent des taux de marge relativement très importants sur le marché. Là, en l'occurrence, c'est une opportunité, sincèrement, pour l'écosystème d'aller beaucoup plus loin sur ce type de sujet-là. Et c'est complètement aligné avec le message que c'est l'intelligence des humains au sein des agences, en cassant ces silos qui vont faire que ça avance. Et ce n'est pas une technologie qui va faire que les agences vont... Très très court. Je crois que Pierre a envie de parler. Très très court, s'il vous plaît, parce qu'on est vraiment déjà un petit peu en retard. T'as 1 minute 36 de dépassement. Oui. Mais tiens. Non, je disais que parler business, c'est ce que disait Gilbert Gross dans les années 60. Moi, je voudrais juste répondre à Pierre sur un autre point. C'est pourquoi la France... Moi, je pense qu'on a tous une responsabilité en termes de mindset et d'état d'esprit et d'appréhender de manière positive le changement. Première chose. Et Pascal, pour aller dans ton sens, et Mathieu, et à la fin, je pense aussi Pierre, c'est de se dire à un moment, moi, je trouve que l'intelligence artificielle, ça remet de l'équité. Perso, Google, ça me dérange pas. Les outils sont principalement en open source. Il n'y a pas une frontière entre les États-Unis et la France, et l'intelligence, elle est aux États-Unis ou ailleurs, et pas en France. Je pense qu'on a justement, ça remet de la compétitivité, ça remet de l'accessibilité, ça remet de la potentialité, et ça remet une forme d'égalité, et même des petites boîtes, grâce à l'intelligence artificielle, peuvent justement peut-être aller plus vite et scaler plus rapidement, parce que justement, à la fin, ce qui compte, c'est l'humain. Voilà. Merci pour cette belle conclusion. Merci à toutes et à tous, merci pour cette très belle conclusion. Pour conclure cette matinée, du coup, je vais vous dire... Voilà, oui, je vois bien, mais... Merci encore.